Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Tounance Tututulia, qui nous avait, dans l'épisode 23, partagé son expérience de vie sur le fait d'être médium. Et aujourd'hui, elle a encore plus à nous partager. On va parler spécifiquement aujourd'hui du rapé, de la médecine du rapé, comment s'en servir, comment pas, où sont les limites. Elle va nous donner le cadre et nous partager son expérience. Alors, bonjour Tounance. Bonjour Virginie, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Avec grand plaisir. J'ai eu énormément de plaisir à faire le podcast numéro 23, l'épisode 23 sur la médiumnité. Aujourd'hui, on parle de rapé. Alors, le rapé, on connaît un petit peu les médecines un petit peu alternatives, on connaît l'ayahuasca, le rapé un petit peu moins. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le rapé et surtout comment c'est arrivé dans ta vie en fait? Bien sûr. Alors, du coup, déjà, c'est important, comme tu l'as très bien fait, de parler de la médecine du rapé. Moi, je voudrais vraiment recontextualiser. Donc, on appelle ça une médecine et elle est constituée principalement de 2 plantes. Je vais bien sûr détailler ensuite. Et dans l'histoire du rapé, on a un petit peu de mal à dater en fait ses origines parce que comme les traditions dites indigènes en Amazonie suivent, on pourrait dire, une tradition orale. En fait, il y a très peu d'écrits qui expliquent les différentes cultures. On va dater à peu près l'origine de cette médecine à 5000 ans. Parfois, tu peux trouver une origine qui va avoir jusqu'à 8000 ans parce que selon les tribus, il va y avoir des rapés différents, un usage de cette médecine avec des pratiques différentes. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile de dater cette origine. Mais grosso modo, il faut retenir que ça a à peu près 5000 ans. Et donc, tu vas retrouver l'usage de la médecine du rapé chez les différentes tribus en Amazonie et principalement au Brésil. Parce que tu vas retrouver quand même l'usage, bien sûr, ce qu'on appelle le père tabac. Je vais en parler davantage également ensuite au Pérou, en Équateur, en Colombie. Mais l'usage du rapé, en tout cas de nos jours, on le retrouve principalement en Amazonie, du côté du Brésil. Donc, quand on appelle le rapé, en tout cas aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, je vais parler du rapé dans la tradition dite brésilienne, même si, comme je le disais à l'instant, il y a différentes traditions selon les différentes tribus de l'Acre, donc de la région du Brésil qui est rattachée à l'Amazonie. Donc, concrètement, c'est quoi le rapé? C'est une poudre de plante où tu vas toujours retrouver une plante identique selon les différents types de rapé qui est le tabac. Alors, quand on parle du tabac, c'est toujours un raccourci, et puis je te vois arriver rapidement, Virginie, en comparaison au mauvais tabac qu'on fume dans nos cigarettes en Occident. Mais en fait, quand on parle du tabac, il existe différentes plantes du tabac, différentes espèces. Donc, celles que tu vas retrouver dans l'utilisation du rapé, pour le côté un petit peu scientifique, le nom, on va dire latin, c'est Nicotiana rusticum, qui n'est donc pas la même espèce de tabac que celle qu'on va retrouver dans nos horribles cigarettes qu'on fume, qui, elle, il me semble, la plante des cigarettes est Nicotiana tabacum. Donc, tu vois, déjà, on n'est pas exactement sur la même plante. Par contre, il faut savoir que la plante dont je te parle, qui est utilisée dans le rapé, qui représente donc l'esprit qu'on appelle du père tabac, elle est, selon les variétés, on va dire, 10 à 20 fois plus forte en nicotine que le tabac que tu vas retrouver dans les cigarettes. Donc, je vais bien sûr mettre un warning ensuite sur l'usage du rapé, mais en gros, tu vas avoir l'esprit du père tabac dans cet esprit de la médecine du rapé. C'est vraiment important de le préciser, c'est le lien. En Amazonie, le tabac, l'esprit du tabac, c'est l'esprit qui fait la liaison, le lien entre les humains et les esprits.
Il va nous permettre d'honorer nos ancêtres, de rentrer en contact avec les différents esprits, que ce soit les esprits de la nature, nos esprits protecteurs, nos esprits guides. Donc, il va nous permettre ce lien et c'est également un esprit de purification et de protection. Donc, c'est vraiment considéré comme un esprit bienveillant et on va utiliser cette plante paradoxalement pour nous occidentaux. Ça nous paraît assez antinomique, mais on va utiliser cette plante du tabac pour purifier, pour guérir de certaines maladies, qu'elles soient de type émotionnel ou mentales, comme par exemple les troubles de l'humeur, la dépression, etc., ou des maladies vraiment physiques. Et à cela, toujours dans cette poudre de tabac, tu vas retrouver la poudre d'un arbre médicinal. Et donc, il y a quasiment autant de râpés maintenant que d'arbres médicinaux en Amazonie. Donc, tu vois qu'il y a une palette de râpés qui est gigantesque, avec bien sûr quelques râpés qui sont les plus traditionnels, qui sont les plus importants. Par exemple, Tisunu, donc qui est composé du tabac et d'un autre arbre qu'on surnomme Tisunu, qui lui est appelé le père de tous les râpés, qui est le râpé originel qu'on retrouve principalement chez la tribu des Yawanawa. Et tu vas avoir d'autres râpés comme Samaoma, si tu veux, pour avoir des références par rapport à toi aussi, ce que tu connais par rapport à ton histoire de vie. On va considérer que c'est comme notre baobab en Amazonie. Donc, c'est l'arbre qui va garder la forêt, c'est l'arbre des ancêtres, qui ressemble un peu à l'arbre dans Avatar, tu vois, ou à la grand-mère dans Pocahontas, en gros. Donc, du coup, en fonction ensuite de l'arbre médicinal que tu vas relier à l'esprit du tabac, tu vas obtenir, on va dire, un nom de râpé. Comme je te le disais, tu as la médecine du râpé, qui est le fait d'utiliser le tabac avec un arbre médicinal. Et l'arbre médicinal va donner son nom à la sous-variété de râpé, par exemple Samaoma, qui est issu de l'arbre Samaoma, ou Tisunu, qui vient de l'arbre Tisunu. Là, ce que j'entends, c'est que tu partages aussi cette vision que le règne végétal a une fonction au-delà de juste du physiologique. Là, tu me parles d'esprit des plantes. C'est pas juste, on n'est pas dans la naturopathie de la sauge ou la lavande aura-t-elle vertu médicinale. On est dans une autre dimension là de ce que j'entends d'application du règne végétal. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment appeler l'esprit d'une plante et on va communier, on va essayer de rentrer en contact avec l'esprit de cette plante par la prise de cette plante. Donc, il y a toutes les dimensions justement de vertu, on dit de cura ou de limpeza, c'est-à-dire de purification, de guérison, mais tu as également toute cette notion spirituelle, c'est-à-dire que l'usage du râpé en Amazonie, c'est une pratique sacrée, c'est une pratique qui est ritualisée. Alors, parfois, elle peut, on va dire, dévier un tout petit peu dans l'usage quotidien, parce que comme c'est un esprit qui protège à la fois, qui protège énergétiquement contre les mauvais esprits ou contre les attaques, mais qui va aussi concrètement protéger des insectes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en Amazonie, on peut aussi l'utiliser, tu vois, pour se protéger dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, pour faire très simple, les Indiens, quand ils vont chasser, ils prennent du râpé. Ils prennent du râpé pour augmenter leur acuité, que ce soit intellectuelle, visuelle, olfactive. Ils vont prendre du râpé pour se protéger physiquement, par exemple, de certaines piqûres d'insectes ou de ce qui pourrait arriver ou d'un accident. Mais ils vont aussi utiliser le râpé pour demander aux esprits de la nature, de la forêt, de bénir leur chasse, pour qu'ils puissent ne pas faire trop souffrir l'animal qu'ils vont chasser, et puis surtout qu'ils aient un butin à la fin pour pouvoir nourrir la tribu. Donc du coup, il y a le râpé, ta question est hyper pertinente, Virginie, c'est extrêmement important, on ne peut pas le dissocier du cadre spirituel. C'est toujours dans le cadre d'une prise spirituelle. Alors après, je vais détailler, il y a différentes manières de le prendre. Ça peut être en cérémonie ou ça peut être pour un usage personnel, mais il y a toujours ce rapport au sacré. Et donc, tu vas demander à l'esprit du père tabac et à l'esprit de l'arbre médicinal de venir te bénir et, selon ton intention, pouvoir répondre à une de tes questions ou à une intention de guérison, de protection. Ça, c'est intéressant parce que c'est dire on est dans le cadre sacré. Alors, pour avoir fait de nombreuses aussi des interviews sur ces plantes-là, c'est-à-dire hors du cadre sacré, on n'est plus dans le cadre médicinal. On est d'accord, c'est-à-dire prendre du râpé
hors de ce cadre-là, avec une initiation ou avec une personne initiée, on est dans l'usage des plantes qui n'a plus de vertu, on n'est plus dans la vertu thérapeutique. Tu me reprends, hein, tu me dis mais moi c'était ma vision en tout cas. C'est exactement ça. Et en fait, je vais même être un peu plus sévère et alarmiste que toi. C'est-à-dire que le père tabac, quand on voit son esprit, quand on a la chance de contacter son esprit, quel que soit le pays ou notre culture, on va toujours le voir apparaître en vision de la même manière. C'est-à-dire c'est un homme à la peau assez sombre, assez trapu, très élégant, avec un chapeau, et habillé dans des tons généralement assez bruns ou marrons. Mais c'est un esprit qui est très masculin, qui est très dans le yang, qui est protecteur, c'est vraiment le patriarche au bon sens du terme, mais par contre qui est extrêmement droit et rigoureux. Et à partir du moment où tu ne l'utilises pas dans sa vertu sacrée, que tu n'honores pas l'esprit de cette plante dans ce cadre ritualistique, il va concrètement te donner une punition. Donc, dans le cadre du râpé, on constate que si la personne prend du râpé dans un cadre qui n'est pas respectueux de l'esprit de la plante ou qui n'est pas dans un cadre de cérémonie, de rituel, la chose qu'on constate le plus fréquemment, c'est que le râpé a aussi une forme d'humour, mais en tout cas, il fait apparaître des hémorroïdes à la personne, des aftes. Dans le pire cas, il peut donner comme des sinusites, alors qu'à l'origine, il guérit des sinusites. Donc il va vraiment donner des troubles physiques et on dit que la médecine se transforme en poison à ce moment-là. Mais c'est vraiment l'esprit du tabac, l'esprit du râpé qui va décider de punir la personne. Donc c'est un esprit qui est extrêmement rigoureux et il faut surtout pas faire n'importe quoi. On dit qu'il y a des plantes qui sont plus indulgentes, qui ont un esprit plus féminin, plus maternant, donc qui vont permettre à l'être humain de faire des erreurs. Le râpé, et notamment l'esprit du râpé, ne permettent pas l'erreur. Et là, du coup, c'est aussi l'usage de plantes à usage, donc pour avoir des visions, donc à usage spirituel. Ça peut sortir d'un cadre. Puis moi, j'aurais envie de te dire, il y a toute une approche comme ça avec le cannabis pour certaines personnes. Alors, mon discours à moi, et là, je suis très contente de te parler parce que là, j'aurais affaire à une experte en termes de plantes. Moi, mon discours à moi, c'est que je ne connais pas, moi, de tradition qui utilise le cannabis à des fins spirituelles. Et malheureusement, les visions, moi, que j'en ai eues, étaient un esprit très possessif, qui demande un tribut qui est très, très lourd pour la personne. Comment, toi, tu vois ce cannabis? Pourtant, quand les personnes y prennent le cannabis, il y a une fascination pour cette plante. Comment tu l'aperçois, toi, en tant qu'experte dans ce domaine? Alors, je vais parler que pour l'Amazonie, parce que je ne connais pas les autres régions, qu'il y a peut-être d'autres pratiques, en effet, par rapport au cannabis dans d'autres régions du monde. Mais en tout cas, de moi, ce que j'ai pu voir particulièrement au Brésil, en tout cas, dans la légende, on va dire, la légende populaire chamanique du Brésil, côté Amazonie, en fait, on considère qu'à l'origine, le cannabis était une plante maîtresse, une plante de pouvoir, donc une plante qui peut guérir. Mais que malheureusement, aujourd'hui, la plante a été, si je cite les termes que j'ai entendus là-bas, dévorée par son égrégore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent le cannabis pour des fins soit récréatives, soit juste de détente, mais en tout cas pas dans un cadre de guérison ou de spiritualité, que toutes ces personnes, en fait, créent un égrégore qui est extrêmement négatif et que du coup, dans notre jargon amazonien, on va dire que la plante est devenue viciée. Alors, je ne sais pas si ça se dit en français, mais en brésilien, c'est viciado. Donc, c'est vraiment que la plante a été, on pourrait dire corrompue en français. Donc, du coup, on reconnaît que la plante, à l'origine, est une plante médicinale, mais que malheureusement, la plante, on dit, s'est retournée contre les hommes parce qu'elle a été trop largement mal utilisée. Donc, du coup, nous, en tout cas, on déconseille strictement l'usage de cannabis à proximité du râpé. Même le râpé peut être largement utilisé pour arrêter de fumer ou pour arrêter de fumer du cannabis. Par contre, si je suis transparente avec toi, je sais qu'il existe quelques lieux au Brésil où il y a des cérémonies de cannabis, mais c'est des personnes qui vont cultiver les plantes en prière, qui vont les faire pousser eux-mêmes en priant, en prenant soin de la plante et qui vont ne la consommer que dans un cadre de cérémonie. Donc,
Je sais qu'il y a quelques pratiques comme ça spirituelles. Après, j'en reparlerai, si tu le souhaites, dans la partie ayahuasca, parce qu'il y a un très grand débat sur ayahuasca versus cannabis au Brésil. Mais aujourd'hui, comme on parle du rapé, je ne vais pas revenir sur ce débat-là. Mais voilà, je sais qu'il existe quelques centres qui utilisent le cannabis, mais eux, je sais qu'ils vont particulièrement le dédier, par exemple, pour les soins palliatifs, c'est-à-dire pour des personnes qui, de toute façon, sont malheureusement condamnées. Et du coup, pour essayer de diminuer les douleurs, elles vont utiliser lors de cérémonies, en fait, l'usage de cette plante pour pouvoir aider la personne. Mais c'est ritualisé. Mais c'est les seuls cas de figure qui sont quand même très peu nombreux que j'ai pu rencontrer au Brésil. Merci beaucoup pour ce partage. Moi, alors ça, je ne connaissais pas dans ce cas-là. Évidemment, il y a l'usage de ce cannabis à des fins de diminuer la douleur. Après, moi, j'entends qu'il y a d'autres plantes aussi. Quand tu parles d'une prise de râpé, c'est quoi une prise de râpé? On le fume dans une pipe. Comment ça se passe? Alors, c'est là où justement c'est très différent du tabac des cigarettes. En fait, c'est insufflé dans le nez. C'est-à-dire que le nom chamanique, c'est vraiment le souffle que tu vas retrouver, donc soplo en brésilien ou la soplada au Pérou. Donc, c'est vraiment le fait d'insuffler un souffle qui est rattaché à l'intention. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir insuffler à une autre personne du râpé, donc dans le nez, donc on va souffler dans une espèce de sarbacane, je dirais, qui est en bois ou malheureusement dans certaines traditions en os d'animal. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a également un débat sur la fabrication de ces objets sacrés. Donc, pour pouvoir souffler par cette sarbacane qu'on appelle tipi, le râpé dans le nez de la personne, il faut avoir passé des initiations. Ces initiations, ce sont les esprits qui vont décider et qui vont parler aux chamans de la tribu pour dire telle personne est prête. Donc, moi, j'ai déjà assisté à des personnes qui comptaient pas être initiées, mais qui ont été initiées au râpé, et d'autres qui voulaient absolument être initiées et ne le sont toujours pas. Donc, rien que l'initiation, tu vois, c'est quelque chose qui n'appartient finalement pas au monde des hommes, mais qui appartient au monde des esprits. Et pour pouvoir passer l'initiation et donc appliquer par la suite des souffles de guérison à certaines personnes, il faut avoir fait déjà un très grand travail personnel de nettoyage, un très grand travail spirituel pour pouvoir en fait être centré toujours dans le cœur, porter des énergies saines pour ne jamais communiquer de l'ego ou des choses personnelles par le souffle du râpé, parce qu'on considère qu'il y a une magie qui s'applique quand on applique, le terme c'est appliquer un râpé à quelqu'un, par ce souffle, appliquer un souffle de râpé à quelqu'un, tu vas choisir le râpé que tu captes pour la personne, de quel arbre médicinal la personne a besoin, de quelle quantité a-t-elle besoin, et tu as une infinité de souffles différents. Tu peux avoir des souffles plus longs, plus courts, plus intenses, et tu vas mettre une intention. Donc, tu vois, c'est toute cette magie qui opère au moment du souffle que tu appliques à la personne. Et donc, c'est important, bien sûr, d'être initié. On ne reçoit un souffle que d'une personne initiée. Après, tu peux aussi t'auto-appliquer avec un autre objet chamanique qui s'appelle le kuripi, qui est une sorte de V. C'est un objet en bois, généralement qui est en forme de V, où tu vas souffler avec ta propre bouche dans ton propre nez. La limite à cela, c'est que tu as un circuit énergétique fermé. Donc, du coup, si tu es déjà dans le mal, que tu es déjà au fin fond de ta tristesse, de ta colère ou de ta maladie qui te fait extrêmement mal, si tu t'appliques dans cette énergie, la médecine va avoir du mal à opérer correctement. C'était intéressant quand tu parlais de cette médecine. Quand on préparait cette interview, tu me parlais d'une médecine auxiliaire. Qu'est-ce que c'est la définition d'une médecine auxiliaire pour toi? Alors, du coup, pour nous, en fait, en Amazonie, il y a vraiment la médecine qu'on appelle principale, qui est la reine, qui va être l'ayahuasca. Et tu vas avoir des médecines, en fait, qui vont préparer le terrain ou accompagner la guérison par la médecine principale. Donc, c'est pour ça que le râpé, on ne considère pas que c'est une médecine principale, parce que, par exemple, pour parler très concrètement, le râpé ne va pas te guérir d'un cancer généralisé. Alors que, ce que je vais dire n'est absolument pas un avis médical n'étant pas médecin, mais en tout cas, on constate quand même qu'il y a une tendance à des guérisons miraculeuses grâce à l'ayahuasca. Le râpé ne permet pas des guérisons, si tu veux, majeures de cet ordre-là,
mais par contre, va permettre un réalignement et une purification de tes corps énergétiques et physiques qui vont en fait permettre à ton corps d'être prêt pour recevoir une plante principale qui, elle, va venir faire le job plus important. Mais si tu ne souffres pas d'une maladie, on va dire létale, et que par exemple tu as des problèmes de bronchite chronique ou que tu as des problèmes de mal de dos ou des problèmes qui est plus de l'ordre émotionnel, etc., le râpé peut être utilisé seul comme médecine à cet endroit-là. Et le râpé a une spécificité, par contre, c'est que c'est une médecine qui, comme on dit au Brésil, libère des addictions. Par contre, sur tout ce qui est addictif, le râpé, là-dessus, a la voie royale. Magnifique, c'est vraiment une complémentarité d'un processus intérieur, c'est ça que j'entends. Hein. Ça va soutenir, mais quelqu'un qui est déjà en chemin. C'est une aide. J'avais une autre question. Pour trouver le râpé, parce que ce que j'aimerais surtout pas après cette interview, parce que c'est pas du tout la démarche, ni de toi ni de moi, c'est de dire comment est préparé le râpé, parce qu'on est bien d'accord que si vous tapez râpé dans Google, je suis convaincue qu'on doit en trouver sur Internet. Alors, question ouverte, peut-on acheter du râpé sur Amazon? Et est-ce bien? Alors, je t'avoue, je n'ai jamais pensé à taper ça sur Amazon, donc j'espère de tout cœur qu'il n'y en a pas sur Amazon, mais je ne serais pas surprise. Alors, là-dessus, je vais paraître extrêmement alarmiste dessus, et particulièrement depuis l'épisode Covid. Donc, le râpé, c'est une médecine traditionnelle, et comme on l'a expliqué depuis le début du podcast, qui est rattaché à des esprits. La manière dont le râpé est fabriqué va vraiment conditionner l'énergie de la médecine. Donc, je sais que par exemple, l'usage du râpé que moi je pratique au Brésil, on travaille avec des tribus, et les personnes de la tribu qui vont préparer le râpé rentrent en jeûne. Donc, elles vont diéter pendant 15 jours et elles vont aller ramasser en demandant l'autorisation aux plantes de pouvoir cueillir, dans certains cas, l'écorce ou les bourgeons ou les feuilles des arbres, des plantes médicinaux. Ensuite, le tabac est séché au soleil pour avoir l'énergie du père soleil pendant 15 jours de plus. Et ensuite, il y a tout un rituel au pilon. Où il y a un grand pilon, je crois qu'on dit ça, un grand pilon de bois, parce que j'ai le mot plutôt brésilien. Et les gens de la tribu qui préparent vont venir piler le tabac et l'arbre médicinal en priant et en faisant un rythme suivant des percussions pendant à peu près 3 jours. Donc, tu vois, c'est vraiment une médecine qui demande du temps, de l'énergie et surtout énormément de prières. Donc, je doute infiniment que le râpé acheté sur Internet soit réalisé dans ces conditions-là. C'est une médecine aussi qui coûte cher parce que ça demande du temps et qu'il faut respecter ce qu'on appelle les moissons, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer les feuilles de certains arbres tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on va les laisser récupérer, parfois ils peuvent dire non, j'ai pas envie d'être cueilli, enfin voilà, il y a vraiment, on respecte le temps de la nature et il faut vraiment impérativement, moi j'insiste énormément là-dessus, acheter du râpé à une personne que vous jugez fiable, qui est initiée au râpé, qui pratique elle-même le râpé, qui peut du coup vous dire par exemple quel râpé est bon pour vous. C'est-à-dire que si vous achetez juste sur Internet, vous n'allez jamais, déjà c'est sûr que le râpé va être de mauvaise qualité, si c'est du râpé déjà, parce que malheureusement on voit beaucoup de fausses médecines. Et ensuite, comment vous allez savoir quel râpé est bon pour vous? Enfin, je pense que c'est vraiment important justement d'avoir le regard extérieur de quelqu'un qui va dire, voilà, dans ton état actuel, par rapport à tes énergies, tel ou tel râpé est bon. Donc, il faut vraiment rencontrer les personnes et toujours demander de quelle tribu vient le râpé, quelle a été sa manière d'être fabriquée et si c'est éco-responsable. Alors là, je mets une alerte supplémentaire, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu la pandémie, le Covid au Brésil, je pense que tu l'as suivi de près, Virginie, ça a été vraiment l'hécatombe au Brésil, ça a été un des pays les plus touchés et il y a eu énormément de centres spirituels qui ont été fermés. Beaucoup de personnes parmi les grands maîtres sont décédés en Amazonie. Enfin, il y a eu vraiment une très grande perte dans le milieu chamanique à cause du Covid.
Et du coup, ça, je ne peux pas leur jeter la pierre, mais ça a généré une très, très grande pauvreté supplémentaire au Brésil, notamment en Amazonie, dans l'Acre. Donc, il y a des personnes qui ne pouvant plus manger, enfin vraiment, je ne leur jette pas la pierre, je pense qu'elles étaient tellement désespérées suite à la pandémie, qu'elles se sont mises à brûler du matériel en bois, donc des portes, des chaises, des bureaux, enfin du mobilier en bois. Parfois, ils ont pilé des coquilles d'escargot et dans le pire cas, des objets en métal. Et ils ont mis du tabac de très mauvaise qualité et ils ont vendu ça, comme ils disent, aux gringos, aux occidentaux qui venaient, qui connaissaient rien au râpé et donc qui pouvaient absolument pas déterminer ce qu'on leur vendait. Et ces personnes, en fait, se sont insufflées ce bois recouvert de vernis, enfin voilà, des choses abjectes dans le nez et il y a eu des accidents extrêmement graves. Donc, vraiment, n'achetez jamais du râpé sur Internet et si vous l'achetez à une personne que vous connaissez, que vous jugez fiable, posez toujours ces questions. D'où vient le râpé? De quelle tribu? Quel a été le processus de fabrication? Est-ce que c'est éco-responsable? Est-ce que ça respecte le rythme de la nature? Et là, vous arrivez déjà à une médecine qui coûte assez cher pour répondre à tout ça. Donc, si vous trouvez un râpé à 20 € sur Internet, vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas du râpé déjà. Là, c'est intéressant, puis ça nous rappelle que le règne végétal, certes, il est doux, il a du temps, mais c'est un règne qui est exigeant, c'est-à-dire pour devenir naturopathe, on doit faire attention, c'est-à-dire que quand on va faire des cueillettes de plantes, on fait très attention. Je prends l'exemple des feuilles de muguet qui peuvent complètement détruire la santé par rapport à ce qu'on appelle en Suisse l'ail des ours. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça aussi en France. Et il peut y avoir des petites erreurs qui sont graves. Le règne végétal demande une très grande connaissance. Donc, on ne s'amuse pas avec le règne végétal. On l'apprend, on prend du temps, on apprend à le maîtriser, tout comme les champignons. On peut faire des erreurs énormes en confondant deux champignons et c'est grave pour notre santé. Donc là, je vais revenir, Tounande, sur ta propre histoire, ton propre cheminement. Qu'est-ce qui fait que tu découvres cette médecine-là? Comment ça se passe dans ton cheminement? Parce que dans l'épisode précédent, on te laisse, tu découvres ta médiumnité, tu es en voyage en Asie et là, on t'entend parler d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va être dur de parler d'Amérique du Sud sans parler d'ayahuasca. Donc, je ne vais peut-être pas détailler comment j'arrive en Amérique du Sud parce que j'en parlerai, parce que c'est l'ayahuasca qui m'a amenée en Amérique du Sud. Voilà, je suis partie là-bas pour l'ayahuasca. Mais en fait, j'étais au Pérou et puis après, je suis partie juste entre potes, en fait, au Brésil. Et évidemment, je voulais faire une pause spirituelle. Je voulais aller... faire un peu une pause avec les médecines. Je voulais juste aller me décontracter au Brésil avec des amis. Et puis finalement, j'ai rencontré une succession de personnes au Brésil qui m'ont amenée à découvrir le râpé dans un cadre de cérémonie. Et puis, ça a été le coup de foudre. Et puis du coup, j'ai continué à pratiquer cette médecine. Au début, bien sûr, en recevant les souffles des personnes initiées, en m'auto-appliquant. Et puis, un jour, j'ai eu la chance, vraiment, j'ai énormément de gratitude pour ça, que les esprits décident que je sois initiée au râpé. Donc, aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle porteuse de médecine sacrée. Donc, c'est à la fois être gardienne, protéger la forêt et cette médecine du râpé, mais également pouvoir l'appliquer à des personnes qui le nécessitent. Alors, c'est comme ça, tu voyages, en plus, c'est toujours, tu veux faire une pause spirituelle, mais c'est ce qu'on écoute dans le podcast précédent, c'est tu as peu d'espace de vacances spirituelles. Toi, il y a peu quand on t'écoute. Les moments où tu veux faire des pauses, tu as des petits temps. Là, tu arrives en Amérique du Sud, tu découvres l'ayahuasca. Donc ça tease un petit peu le prochain épisode. Mais du coup, là, tu découvres cette médecine-là. Quelles recommandations, toi, tu peux donner à une personne qui nous écoute et qui a envie de tester cette médecine-là? Comment elle peut faire? Et qu'est-ce qu'elle ne doit surtout pas faire? Alors, moi, ce que je conseillerais, ce serait vraiment d'aller au Brésil, en fait. C'est-à-dire qu'il y a évidemment quelques personnes, quelques chamans qui sont issus de la tradition brésilienne qui pratiquent en Europe, mais tout ce que j'ai pu apercevoir en Europe était plutôt dans un détournement de cette médecine. Donc moi, ce que je conseille, alors bien sûr, c'est pas la voie la plus simple, mais c'est pour montrer aussi notre détermination face aux esprits. Je conseille vraiment de partir au Brésil. Alors,
Au Brésil, c'est une médecine qui est maintenant très répandue. Donc, il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie brésilienne. Mais si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, vous pouvez partir n'importe où au Brésil et vous trouverez des cérémonies de rapé. Et là, il suffit de se renseigner. Ce que je conseille toujours, c'est par le bouche à oreille, de voir si la personne a ses accréditations au Brésil pour tenir un temple où on pratique le rapé, de quelle tradition indigène elle est issue, où est-ce qu'elle a passé ses initiations, et puis depuis combien de temps elle fait ça. C'est-à-dire que si vous entendez parler que le chaman qui va appliquer le rapé lors de la cérémonie de rapé fait des cérémonies depuis 25 ans, qu'il a ses accréditations légales comme il est de coutume au Brésil et qu'il est rattaché à la tribu, par exemple des Yawanawa ou des Uniquin, là, vous avez quand même beaucoup de gages de qualité pour pouvoir aller en toute sécurité. Alors, il faut savoir aussi que le rapé n'est absolument pas toxique. Donc, à partir du moment où vous allez recevoir un souffle d'un rapé qui est véritablement un rapé médicinal, vous ne risquez absolument rien. C'est-à-dire que même s'il est très fort en nicotine, enfin en tout cas le tabac du rapé, comme il est insufflé, il va ressortir en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, pour parler très concrètement, vous allez devoir vous moucher et l'intégralité du rapé qu'on vous aura appliqué va ressortir. Donc c'est là où il y a toute une différence avec le tabac qu'on fume. Déjà, la toxicité principale du tabac fumé, c'est justement au moment de la combustion, vous avez des éléments toxiques qui vont se diffuser dans le corps. Là, le rapé n'est jamais brûlé, donc vous n'avez pas cette libération de molécules toxiques. Et puis surtout, il ressort. Donc du coup, vous avez un arbre médicinal qui va donner ses propriétés. Le rapé va agir principalement au niveau de la glande pinéale. On dit qu'il la décalcifie. C'est pour ça que l'application du rapé peut être un peu douloureuse sur le coup. Les Indiens disent que vous allez ressentir le touing. Ils parlent beaucoup en onomatopée. Donc, touing, c'est le bruit que votre glande pinéale fait au moment où vous recevez le souffle de rapé. Donc, c'est comme quand on mange de la moutarde, ça tape. On a l'impression que ça tape dans le cerveau. Et puis après, vous ressentez ces effets d'acuité, ces effets de décontraction et d'ancrage et de communion avec la nature. C'est pas une médecine de vision, vous n'allez pas avoir des visions, mais par contre, vous allez avoir vraiment cette connexion au monde spirituel. Mais en tout cas, vous ne risquez physiologiquement rien. Donc, même la quantité de nicotine, parce que le seul risque est sur la nicotine, il faudrait que vous preniez beaucoup de rapé tous les jours pour pouvoir créer une dépendance. Et puis surtout, vu que tout ressort, au final, il y a très, très peu de nicotine qui rentre dans le sang. Donc, en tout cas, moi, j'entends éventuellement de voyager, éventuellement d'aller découvrir au Brésil, de faire très attention de la personne qu'on souhaite rencontrer, en tout cas de vérifier les accréditations. Au Brésil, les temples, que ce soit d'Umbanda, de Candomblé, et là je l'apprends de rapé, ont des accréditations et sont régis par l'État quand même. C'est pas complètement indépendant, donc ça d'essayer de regarder, parler avec des personnes autour de vous et que cette prise soit prise dans un cadre spirituel et avec une personne initiée. Donc, surtout pas d'auto-application sans ce cadre-là. Ça, j'entends. Après, il y a un véritable chemin. Si on a la patience, si on rencontre les bonnes personnes, d'évolution intérieure et de soutien, d'auxiliaire, comme tu dis, dans notre cheminement spirituel. Est-ce que tu auras un complément d'information à rajouter, Tounance, ou est-ce que toi, ça va? Est-ce que tu as une autre question? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un point que tu voudrais aborder en plus? Peut-être préciser justement si vous avez vraiment l'appel du rapé, parce qu'on peut avoir l'appel de la médecine. En Amazonie, on dit que c'est les médecines qui nous choisissent. Donc, on dit que c'est pas de notre propre volonté, c'est les médecines en fait qui œuvrent. On dit qu'elles complotent, c'est le mot brésilien, qu'elles complotent en secret, qu'elles vont choisir des personnes pour les amener à elles. Ces personnes vont devenir porteuses de médecine pour pouvoir diffuser le souffle de guérison. En l'occurrence, je parle du rapé. Donc, bien sûr, en premier, quoi qu'il arrive, moi, ce que je vous conseille, c'est de recevoir le souffle d'un initié avec qui vous pourrez discuter justement de la médecine pour voir si c'est quelque chose qui vous convient. Déjà, après le premier contact avec le rapé, on sait si on aime cette médecine ou pas, parce que c'est une médecine qui est assez brutale quand même. Le rapé, il arrive tout de suite, son esprit, il vous nettoie, il fait son job, il vous donne une fessée si vous n'avez pas été droit sur votre chemin, et puis il s'en va. Les effets sont assez courts, on n'en a pas parlé, mais en gros, au bout de quelques minutes, vous avez le summum de l'effet, et puis ce qu'on appelle la force du rapé, l'énergie du rapé va rester environ 1 heure, je dirais, en fonction des personnes, mais globalement, c'est ça. Donc,
Pour que tout se passe au mieux pour vous, en premier, il faut recevoir ce souffle. Et moi, je vous conseille d'aller au Brésil pour pouvoir expérimenter cette médecine dans des conditions les plus optimales. Par contre, si après le premier contact avec cette médecine, vous êtes conquis par ses bienfaits, là, bien sûr, on peut s'auto-appliquer, mais en restant, on pourrait dire, le terme brésilien, c'est sous le parrainage ou le marrainage d'une personne bienveillante qui connaît cette médecine, d'avoir quand même une personne physique comme un référent pour accompagner notre parcours avec cette médecine. Enfin, vraiment, c'est pas une médecine qu'on peut découvrir tout seul. On peut pas, s'inventer porteur de médecine. Donc, ça, c'est vraiment ce que je conseille. Et après, peut-être parler un tout petit peu quand même des différents râpés. Nous, on va vraiment différencier les râpés de purge. C'est-à-dire que, par exemple, vous en avez marre de votre boss toxique, vous côtoyez quelqu'un qui vous pourrit la vie, ou tout simplement vous travaillez dans un hôpital, donc vous portez la souffrance des gens toute la journée. Si vous avez besoin de vous décharger énergétiquement, il y a donc des râpés de purge. Pour parler concrètement, vous allez vomir vos tripes après l'application, mais en tout cas, vous allez être déchargé. Il y a les râpés dits de médiumnité, donc c'est des râpés qui vont augmenter les perceptions médiumniques. Vous avez aussi les râpés d'ancrage, les râpés d'alignement et les râpés de guérison pure. C'est-à-dire le fait, si vous avez une maladie que vous souhaitez guérir ou une douleur que vous souhaitez guérir, vous allez prendre, par exemple, pendant 7 jours, 15 jours ou 3 semaines, le même râpé tous les jours, en lui demandant de venir guérir, en demandant à l'esprit de l'arbre médicinal de venir guérir la maladie dont vous souffrez. Alors, bien sûr, je le redis, je ne suis pas médecin, donc je ne fais que transmettre ce qui est dit dans la tradition amazonienne. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dimension des esprits et de pouvoir décider justement avec quel râpé on va particulièrement travailler en fonction de l'intention qu'on souhaite trouver et apporter dans notre vie. Donc, c'est cette pluralité, c'est ce travail spécifique des plantes, de ce mélange qui se fait, et de l'objectif de la personne. C'est là où on est loin. Moi, quand j'entends un petit peu ce travail énergétique, ça me fait penser aux fleurs. Alors, en Suisse, on dit fleurs de Bach. En France, on dit les fleurs de Bach, je crois. Où on est dans une approche en fait émotionnelle de la plante, où finalement, on est sur un travail aussi, peut-être les fleurs de Bach un peu européanisé, cette énergie-là. Mais là, il y a quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus concret, où on ne peut pas se l'auto-prescrire. Et il y a, effectivement, on a une purge, il faut avoir quelqu'un à côté, quand on a des choses d'ancrage. Une initiation du râpé pour nous donner une ordre d'idée, quelqu'un que tu dis, OK, il y a eu un cheminement avec le râpé, que c'est quoi ? C'est 1 an, 2 ans ? Comment ça se passe pour une personne qui va se faire initier ? Et encore, on est d'accord, qui est appelée à être initiée. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le chaman de la tribu qui va, à un moment donné, recevoir la visite d'un esprit, en l'occurrence l'esprit du tabac ou l'esprit du râpé, qui va dire, voilà, telle personne, je l'ai choisie pour qu'elle me porte, pour qu'elle devienne gardienne de mon esprit, qu'elle puisse porter le souffle sacré. Et là, il n'y a aucune notion de temps. Tu peux être choisi au bout de 40 ans de pratique, ou pour certains, j'ai vu des initiations très rapides au bout d'1 an, par exemple. Mais si tu es choisi, tu as quand même une pratique du râpé avant. Tu vois, ça n'arrive jamais. Monsieur Michou qui sort de je ne sais pas quel canton, qui n'est jamais allé au Brésil, qui n'a jamais pris de râpé de sa vie, ne va pas être choisi par les médecines. Il faut quand même pratiquer le râpé. Et si les esprits voient que tu es humble, que tu es juste, que tu as fait un gros travail de nettoyage personnel et que c'est ta mission de vie, tu peux être appelé à être initié. L'initiation en tant que telle, elle est ce qu'on appelle secrète et mystérieuse. Donc, je ne peux pas révéler le rite de l'initiation, mais c'est une cérémonie spéciale, c'est un rite initiatique spécial pour être initié, pour devenir porteur. Par contre, un petit peu comme dans le camp de Nomblé, c'est une initiation à vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit l'initiation du râpé, c'est un engagement qui est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner le dos au râpé à un moment donné de sa vie. C'est vraiment un engagement
j'ai envie de dire jusqu'à ce que mort nous sépare. Et ça demande une posture, parce que bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais on ne peut pas boire d'alcool si on prend du râpé. Voilà, on va prendre des plantes que le râpé tolère, avec qui il s'entend bien, parce que le râpé ne s'entend pas avec toutes les plantes médicinales. Il y a vraiment une posture. Voilà, si on est malhonnête et qu'on est initié au râpé, on va recevoir ce qu'on appelle une PIA, c'est-à-dire on va avoir vraiment une fessée de l'astral et on va voir des malheurs arriver dans notre vie. Donc, si tu vois, à partir du moment où on est initié, c'est vraiment un engagement qui est extrêmement fort et toute notre vie change. On prend une discipline, une hygiène de vie qui est totalement différente. Quand on s'auto-applique le râpé, quand on pratique le râpé comme un participant, on va dire, à une cérémonie, par exemple, c'est totalement différent. On va respecter une diète quelques jours pour la cérémonie, mais on est largement invité à changer notre manière de vivre, mais c'est pas aussi exigeant que quand on devient initié. C'est intéressant parce que moi, je vous invite à réécouter du coup le podcast numéro 19 où j'invite à se poser les questions avant de choisir un chemin spirituel. Typiquement, là, c'est combien même le chaman vous invite ou la personne qui initie vous invite à le faire. Prenez le temps, on prend le temps. Spiritualité, ça ne rime pas avec précipitation, ça ne colle pas. Et c'est pas pour rien. C'est-à-dire, on prend le temps parce que c'est un engagement où il n'y a pas de retour en arrière. C'est des chemins initiatiques où il n'y a pas de retour en arrière. Donc, même si ça vous prend, et je crois qu'il n'y a personne qui, tu me confirmeras, hein, mais c'est comme dans le code anglais, si on dit vous êtes appelé à être initié, c'est pas forcément besoin de répondre dans le mois. C'est un chemin de vie. Et il vaut mieux prendre 6 mois, 1 an, 2 ans et dire ça y est, je suis prête, j'ai entendu l'appel et j'y vais, plutôt que se précipiter et faire 3 mois après. En fait, c'était pas ma route. Comme on a pu voir dans nos chemins, parce qu'on peut avoir cette précipitation très occidentale et très, très égotique. On prend le temps, on se pose les bonnes questions et on prend la mesure de l'engagement que c'est sur toute la vie. Qu'est-ce que tu en penses, Caro ? Qu'est-ce que tu en penses, Tounance ? Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous voulez être initié au râpé, il faut y réfléchir comme si vous alliez vous marier à cet esprit. C'est-à-dire que faut être sûr que c'est la bonne médecine pour vous et que vous ne lui tournerez jamais le dos et que quoi qu'il arrive, ce sera votre partenaire durant toute votre vie. Et il faut quand même penser aussi, si on est réellement marié ou en tout cas en couple, que ça implique une hygiène de vie qui va aussi impliquer notre entourage. Enfin, on ne va plus aller faire la fête dans les bars, à se mettre des cuites comme avant. Ça demande vraiment une rigueur de vie, donc ça implique aussi notre entourage. Donc il faut impérativement se demander justement pendant un certain temps, est-ce que je suis vraiment prêt ? Est-ce que je veux réellement être initiée ? Et en tout cas, moi, toutes les initiations auxquelles j'ai assisté du râpé, le chaman ou la chamane allait toujours poser la question, est-ce que tu y as bien réfléchi ? Et laisse généralement quelques semaines, voire parfois quelques mois, à la personne le temps de la réflexion. Ça, c'est très important ce que tu dis, Tounance. Moi, je dis toujours, regardez avec votre entourage. Et si c'est pas OK en fait. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce que vivre une spiritualité en confrontation avec la famille ou l'entourage proche, s'il y a des craintes, ça ne veut pas dire que ce sera toute la vie, mais au moment où il y a, pour l'épouse ou pour l'époux, ou une période de vie, est-ce que c'est le moment quand on a des enfants en bas âge ? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser en disant est-ce que c'est le moment pour mes proches ? Est-ce que je suis dans le bon endroit ? Il y a toutes ces questions comme ça qu'il faut voir parce que c'est un mariage. Certes, c'est un mariage et c'est un mariage sans divorce. Il n'y a même pas cette option du divorce où ça devient très vite compliqué. Donc, parce qu'on est relié, il y a la personne qui vous initie, donc c'est le lien d'homme à homme, mais il y a le lien avec l'esprit. Et ça, il n'y a pas de divorce. C'est vraiment très, très important. J'espère en tout cas le préciser souvent dans ces podcasts. Tounance, on arrive au bout de cette interview. Je te remercie. Est-ce qu'il y avait un dernier élément ? On a encore quelques minutes. Peut-être partager avec toi une des légendes qu'on aime bien raconter au coin du feu en Amazonie. Je te dis juste qu'on a 4 minutes avant notre séance d'après. Juste. Parfait, je vais être brève.
Et en Amazonie, on va souvent dire que justement, comme on dit là-bas, les indigènes, les tribus indigènes, quand elles ont vu arriver les colons, en fait, elles les ont accueillis avec le tabac. Parce que comme c'était le lien aux dieux, le lien aux esprits, le lien aux ancêtres, le meilleur moyen de créer du lien avec ces gens qui arrivaient d'ailleurs, c'était de partager le tabac. Et que derrière, ils ont pillé, évidemment, on le sait tous, l'Amérique du Sud, et que tous les chamans d'Amazonie se sont réunis et ont lancé une malédiction en disant que les colons et les descendants des colons seraient maudits selon 3 choses qu'ils avaient pillées. Le tabac, qui au lieu de créer ce lien avec les ancêtres, avec les esprits, allait leur donner des maladies et pouvoir les amener jusqu'à la mort. L'alcool, qui normalement pouvait réconforter et mettre de la joie dans les fêtes, allait là aussi créer des addictions et générer des maladies et beaucoup de tristesse. Et le sucre, qui au lieu, pareil, de consoler les enfants et de mettre un peu de douceur dans notre vie, allait ruiner les dents et là aussi apporter des maladies, je pense par exemple au diabète, etc. Donc, on dit que c'est les chamans en Amazonie qui ont lancé une riposte énergétique sur les colons par rapport à ces trois choses, donc le tabac, le sucre et l'alcool, et qu'aujourd'hui, justement, les porteurs de médecine sacrée, notamment du tabac et du râpé, étaient là pour réhabiliter le lien entre les hommes et le tabac. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, ne fumons pas. Généralement, le râpé ne va pas avec le fait de fumer le tabac, mais on essaye de réhabiliter le lien entre les esprits et les hommes grâce à l'esprit du tabac. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais terminer, Virginie. Merci Tounance pour cette histoire. En tout cas, cette malédiction fonctionne très bien. Elle est effectivement très, très efficace. Ça marche bien. Après, c'est à nous de nous en détacher, de respecter les savoirs traditionnels, de respecter les plantes, d'avoir une consommation et un rapport de la consommation avec l'alcool, effectivement, le sucre. Des fois, je dis aussi Netflix, nos téléphones, la plus saine possible. On fait autant que faire se peut. Je te remercie, Tounance. On est dans l'épisode numéro 2. On se voit d'ici quelques semaines pour l'épisode numéro 3 qui viendra sur la reine, la madré. Je te remercie pour tout, Tounance. Merci et à tout bientôt. C'était un plaisir, Virginie. À bientôt pour l'ayahuasca.